Après 3 ans et demi de vidéos sur YouTube, je me suis fait un cadeau. Je me suis offert le setup de mes rêves. Un endroit où je vais passer le plus clair de mon temps, où je pourrais venir à la fois tourner mes vidéos, travailler, coder, faire des lives, me détendre. Bref, un studio slash bureau qui je pense pourrait être difficilement plus parfait. Et bien entendu, je vais vous montrer ça. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu où on est, comment j'ai organisé tout ça, quel est le matériel que je possède et que j'utilise au quotidien. Et ensuite on va rentrer dans ce qui je pense va vraiment vous intéresser, qui est mon système d'exploitation et les différentes choses que j'ai mis en place d'un point de vue logiciel. Parce que vous allez voir, comme d'habitude, je me suis un petit peu amusé. Et il y a une très forte chance pour que vous ayez jamais vu ça nulle part. Du moins dans le YouTube francophone. Alors où sommes-nous? Ici, c'est une grande pièce de 20 mètres, 22 mètres carrés à peu près. Et c'est là où je peux à la fois, ici dans ce bureau, travailler, tourner mes vidéos et faire des lives. Et à la fois un espace un peu derrière où je peux recevoir des gens, des clients, des rendez-vous ou dormir sur ce canapé-lit. Je vis pas ici, hein, mais je peux. Si je dois rusher un truc pendant une semaine, bah c'est possible. Cette pièce, elle est dans des bureaux un peu plus grands que je vais pas encore vous montrer parce qu'ils sont pas très bien rangés. Il y a encore des trucs qui restent à faire. À côté, il y a le studio de Ajax, qui est un copain youtubeur qui fait... On va fabriquer un rouleau de PQ télécommandé, un lance-Naki à hydrogène, sortir l'iPhone 12 avant Apple. J'ai pas envie de dire qu'il fait du bricolage parce que c'est pas ça. Il fait de la R&D, voilà, sur sa chaîne. Il y a aussi un open space et le studio de Harddisk. Un autre copain que vous connaissez sûrement, qui lui parle plutôt de vidéo. Mais en gros, c'est grand. Par rapport au tout petit bureau qu'on avait avec Henri avant, ça n'a pas grand chose à voir. Alors je sais pas si j'arriverai à retrouver des images de comment c'était avant, mais c'était tout blanc, donc j'ai dû tout repeindre en bleu, installer des rideaux, monter des meubles Ikea des familles, et surtout installer tout ce bordel que j'ai devant moi. Et c'est là où je suis quand même vraiment très fier. Parce que comme vous, j'ai passé des années à regarder les vidéos setup des youtubeurs tech avec aucun câble, des petites lumières, bref, le paradis. Donc là je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir et faire le truc le plus clean possible. Dans mon champ de vision, j'ai deux câbles. Je vais commencer par là. On a des petites plantes Ikea, une lampe style un peu cinéma, qui comme celle là-bas a une ampoule connectée à l'intérieur, ce qui me permet de les contrôler à souhait. Ensuite là déjà on a une installation un peu spéciale. Pour faire ça, j'ai utilisé un système qui normalement sert à tenir des écrans. Pourquoi? Parce que cette caméra ne va jamais bouger, elle va tout le temps rester là. Et je voulais trouver une solution pour me débarrasser d'un pied encombrant. Donc j'ai acheté ça et j'ai rajouté par-dessus une extension de trépied. J'ai dû forcer un peu, je crois qu'il y avait un petit adaptateur au niveau des vis à trouver, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Et grâce à ça, c'est très clean. Un tout petit désavantage, c'est que si je tape sur la table, ça va peut-être bouger un peu. Ensuite, cette caméra, je n'enregistre pas directement avec. Elle est en réalité reliée à mon ordinateur via un câble qui passe très discrètement sous la table. Et j'utilise le Elgato Camlink pour directement enregistrer en fait dans le logiciel OBS, qui est normalement plutôt utilisé pour faire du streaming, mais qui permet également d'enregistrer directement la vidéo. L'avantage que ça a, c'est que si je veux faire un live, c'est exactement le même setup. Juste au lieu de cliquer sur stream, je clique sur record. Ça pour le coup, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Harddisk qui lui fait ça depuis assez longtemps. Et j'ai compris à quel point c'était du génie parce que j'ai des souvenirs de comment c'était de tourner avant. Il faut prendre un trépied, l'installer, installer la light. Surtout avant, je tournais chez moi, donc fallait ranger, trouver une carte SD, vérifier qu'elle soit bien vide, vérifier qu'il y ait des batteries chargées, installer le tout, faire le cadre, vérifier, enfin, horrible. Alors que là, tout est déjà configuré. J'ai un bouton à appuyer et tout s'éteint. Avec de la latence. Mais tout s'éteint quand même. En seulement un clic, je suis prêt à tourner. Le micro est calibré, tout est déjà paramétré, j'ai juste à appuyer sur un bouton, là ou sur le Stream Deck ou même sur mon téléphone si j'en ai envie, et je peux enregistrer. Et ça, vous vous rendez pas compte à quel point c'est cool. Parce que du coup, j'ai directement le fichier vidéo sur mon ordinateur avec le son synchronisé avec. Il est envoyé automatiquement sur l'ordinateur de mon monteur à côté et c'est parti. Je crois que, pour ceux qui avaient encore des doutes, vous êtes en train de vous rendre compte de mon appétit pour automatiser les trucs. Passons aux choses sérieuses. La bête. C'est ce que l'on pourrait appeler un setup haut de gamme. J'aurais pu faire pire. Il y avait moyen d'aller encore plus vénère. Mais honnêtement, j'ai été raisonnable. Alors, vous allez voir, quand je dis raisonnable, c'est quand même bien. Mais me connaissant, on est quand même sur du raisonnable en vrai. Ça nous fait donc 32 Go de RAM DDR4 cadencé à 3200 MHz. un processeur AMD Ryzen 7 à 16 cœurs, une GeForce RTX 2080 Ti, ainsi que deux disques durs Samsung NVMe de 500 Go. C'est pas mal. On est sur du pas mal. Cette gentille bébête est reliée à un setup double screen, qui vous allez voir est pas mal non plus. Deux écrans LG donc, qui sont fixés avec le même système. Comme ça, on dirait qu'il flotte un peu. Le premier est un 29 pouces avec une résolution Ultra HD et le deuxième c'est un 34 pouces en 21/9 donc en ultra wide avec une résolution de 5K. C'est plutôt correct. Au niveau de la lumière qui m'éclaire actuellement, c'est une Falcon Eye que j'ai actuellement mis sur un stand de cinéma. C'est un peu le point noir du setup je trouve parce que c'est quand même très imposant et pas hyper esthétique. Le problème c'est qu'elle est très lourde. J'ai regardé un peu s'il n'y avait pas moyen de l'accrocher au mur mais c'est galère. Peut-être que je trouverai une autre solution. Et enfin pour terminer sur la partie hardware, il y a un petit Stream Deck devant moi, un casque hyper
DirectX et clavier souris Logitech, tout ce qu'il y a de plus classique. Je tiens à préciser que rien ne m'a été envoyé. Autre précision, si vous voulez les références, c'est dans la description parce que j'ai un petit cerveau. On va maintenant passer à la partie qui, je pense, vous intéresse le plus, le software. Le software. Avant ce nouveau setup, j'avais un MacBook, donc j'utilisais au quotidien macOS. J'avais un système avec un iGPU, un écran, clavier souris pour avoir un peu une station de bureau. Mais donc là, le grand changement, c'est que je quitte macOS pour revenir à Linux, la mère patrie. Ça fait 2 vidéos où j'ai des rêves communistes, je sais pas ce qui m'arrive. Et donc, il a fallu que je choisisse quelle distribution Linux j'allais choisir. S'il y en a pour qui j'ai dit un gros mot, vous pouvez aller voir la vidéo où je vous parle de Linux que j'ai fait il y a très longtemps, mais qui est toujours 100% valide. Pour mon ordi, j'ai donc choisi Pop! OS. Pop! OS, c'est un système qui est développé par une entreprise qui s'appelle System76. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, ils font du hardware pour Linux. En fait, ça va vous paraître bizarre ce que je veux dire, mais c'est un peu le Apple de Linux, dans le sens où leurs produits sont quand même assez haut de gamme. Ils ont une gamme qui est très simple. Ils ont un peu les mêmes systèmes où tu construis ta machine en faisant des upgrades, mais quand même par rapport à construire sa tour, c'est vachement plus cher. Mais c'est pas grave, on les pardonne parce que ils contribuent de ouf à la communauté grâce à leur système Pop! OS, qui est gratuit, que tout le monde peut utiliser sur son ordi. Je vais pas m'étendre plus dessus, mais globalement, c'est très bien. Ils corrigent pas mal de problèmes d'Ubuntu. Notamment, ils ont une version qui intègre directement les drivers d'NVIDIA. Ils facilitent l'installation de pas mal de choses et c'est joli, tout simplement. Ils ont des bons graphistes. Honnêtement, la transition de Mac à Linux, je l'ai pas mal vécu du tout. Faut savoir que j'ai quand même un passif avec le pingouin. J'ai dû abandonner quelques applications. Genre, j'utilisais Things. Je suis passé sur Todoist, qui a une version Linux. Pour la prise de notes, j'ai dû passer sur Zettler parce que les trucs que j'avais avant, y a pas. En fait, dans tous les cas, c'est un truc que vous devez accepter. C'est que quand vous passez sur Linux, il y a pas plein de trucs. C'est même souvent un peu moqué à ce niveau-là. Mais honnêtement, c'est pas si grave. Vous trouvez vraiment quasi toujours une alternative. Ça a complètement changé par rapport à il y a quelques années. Il est maintenant devenu extrêmement facile de jouer à une bonne majorité des jeux sur Linux. Je sais, ça paraît fou. Sauf un truc où il n'y a pas d'alternative. C'est la suite Adobe. Alors, certains vont me dire que si, il y a des alternatives. On peut utiliser DaVinci pour Premiere et GIMP pour Photoshop. Ok, d'accord, très bien. Sauf que la réalité, c'est que, en fait, vous travaillez jamais tout seul. Il y a le graphiste, le monteur, un tel, le client. Et tous ces gens, tous utilisent la suite Adobe. Donc, on fait comment? Je peux pas aller forcer les gens à utiliser GIMP. J'en connais certains qui pourraient aller jusque là, mais je ne peux pas m'y résoudre. Autre problème avec mon installation. J'ai quand même souvent besoin de bidouiller des trucs et il peut arriver régulièrement qu'il y ait un outil en fait qui soit uniquement disponible en exe ou sur Mac. Pour un truc très précis, il n'y a aucune alternative. Ou alors j'ai besoin de faire du développement sur un outil qui est que sur Windows, genre au hasard l'extension première sur laquelle je travaille. Bref, ça fait pas mal de cas où j'aurais bien besoin d'un Windows. Alors on fait comment? Quelle est cette solution miracle que je tease depuis le début? Est-ce que c'est d'avoir un autre ordinateur à côté, un autre clavier souris, un autre écran, un troisième du coup? Est-ce que c'est d'utiliser un PC dans le cloud? Non, rien de tout ça. On va faire une machine virtuelle, mais pas n'importe quelle machine. Une machine virtuelle qui tourne comme vous avez jamais vu une machine virtuelle. Personnellement, dans mes souvenirs, une machine virtuelle, c'est VirtualBox ou VMware. Voilà, on double-clique dessus et ça nous affiche une petite fenêtre avec un système dedans. C'est très rigolo, mais c'est très lent. On peut pas vraiment travailler avec, sauf si c'est vraiment très léger en ressources. Mais clairement, c'est pas la panacée. Joli mot. 350 points à présent. Pas mal, je m'impressionne. Mais c'est pas ça mon installation. Je vais vous montrer. Mettons, je suis en plein travail, j'ai besoin d'utiliser Photoshop. Je suis sur Linux, je ne peux donc pas le faire. Enfin, pas vraiment. J'appuie sur ce qui peut ressembler à un menu démarrer. Je clique sur Start Windows VM. Je clique sur Keep Changes. Voilà, je peux faire autre chose. Et mon écran de gauche, je vais changer son input et je vais le passer de DisplayPort à HDMI 1. Et là, que vois-je? Un écran de chargement de Windows. Là, je peux continuer à travailler sur mon PC. Hein. Tout ça peut se passer derrière, je m'en occupe pas. En une trentaine de secondes, grand max. Et là, attention, remarquez, j'ai pas de deuxième clavier souris. Hein. Ma souris, magie, elle passe sur Windows. Windows, Linux, Windows, Linux, Linux, Windows. Quant à mon clavier, il va fonctionner là où est ma souris. Donc ici, c'est Windows. Et ici, c'est Linux. Ensuite, le son fonctionne. Ça vous paraît anodin? Ça ne l'est pas. Ensuite, si je vais dans mes dossiers, j'ai un dossier favori qui s'appelle Shared, qui est, comme par hasard, également dans mes dossiers favoris, mais de Linux. C'est un dossier partagé. Un tunnel entre les deux systèmes. Donc si je crée un dossier d'un côté, bim, il apparaît direct de l'autre. Si j'ouvre Notepad, que j'écris coucou, que je copie-colle dans un éditeur de texte sur Linux, ça colle. C'est génial, vraiment fabuleux. Donc comme vous le voyez, j'ai tout simplement créé une genre de symbiose entre un système Windows virtualisé et ma machine Linux. Et tout ça ne nécessite qu'un simple clic. Une fois que j'ai fini, je clique sur Stop Windows VM, je repasse sur DisplayPort, terminé, bonsoir. Est-ce que c'est pas magnifique? Hey, that's pretty good. Mais alors, quelle est cette magie? Pourquoi cette machine virtuelle fonctionne aussi bien? C'est pour une raison très simple. C'est ce qu'on appelle KVM. KVM, c'est Kernel Virtual Machine. C'est-à-dire que c'est un hyperviseur de niveau 1. Là où les VirtualBox VMware
VMware, etc. Ce sont des applications qui tournent sur le système d'exploitation. Et pour cette raison, c'est plus performant. Mais c'est pas tout. On a ensuite du PCI Pass-Through. Oh, quelle horreur. À la fois au niveau de la carte graphique, mais également au niveau du disque dur. Je vous explique. Il y a en réalité une petite cachotterie que je vous ai fait, c'est qu'il y a une deuxième carte graphique dans ma machine. C'est une AMD Vega 64 que j'ai récupérée d'avant. Certains vont crier au sacrilège, car je mélange une carte Nvidia et une carte AMD. Dans mon cas, c'est pas grave du tout, parce que en réalité, ma carte AMD n'est pas utilisée par mon Linux. Le pilote de l'appareil, donc de la carte graphique, est déchargé pour qu'elle soit directement branchée dans la machine virtuelle. Là où habituellement, une machine virtuelle, elle a une carte graphique virtuelle. Là, ce n'est pas le cas. La carte graphique physique est directement utilisée par la machine. C'est la même chose pour le disque dur. Mon deuxième disque NVMe, il est directement utilisé par la machine virtuelle. Je vous passe le reste des détails, tout ça pour vous dire que ça fonctionne à merveille. C'est pas évident non plus à mettre en place, ça se fait, mais une fois que ça marche, que ce soit faire tourner des jeux gourmands ou des rendus de montage, il n'y a aucun souci. Au niveau de la symbiose que je vous ai présentée, c'est assez simple en fait. J'utilise plusieurs outils. Là, vous voyez qu'un seul bouton, Start, Stop, VM, mais en réalité, ces boutons, ils vont appeler des petits scripts que j'ai écrits qui font pas mal de choses. D'abord, ils désactivent mon deuxième écran dans mon Linux. Ensuite, ils démarrent la machine. Ensuite, ils démarrent un logiciel qui s'appelle Scream et qui permet à Windows d'envoyer son son à mon Linux. Parce que sinon, je pourrais pas l'entendre dans mon casque, le son de Windows. C'est assez drôle d'ailleurs parce que le son passe par le réseau, ce qui me permet de vous dire que les deux machines sont dans un même réseau. Ce qui est très pratique pour du dev parce que j'ai souvent besoin de les faire discuter. C'est comme ça que fonctionne le dossier partagé d'ailleurs, qui est juste un dossier partagé en réseau. Et dernièrement, mon script lance Barrière, qui est un petit logiciel gratuit et open source qui fonctionne très bien pour partager sa souris et son clavier entre plusieurs machines. La plupart des gens utilisent ça quand ils ont plusieurs machines et qui veulent utiliser une souris pour tous les contrôler. Et moi je me suis dit qu'il y avait grave moyen de l'utiliser dans ce cas-là, et ça marche.